Bon, ben voilà. Donc, Margot, vous disiez donc votre question initiale. Oui, je disais que j'avais envie d'avoir une confirmation de ce que je comprends de l'objectif de cette première partie du cours. Pour moi, ça nous amène à réfléchir à la démarche scientifique et au fait que lorsqu'on émet une hypothèse, on va pouvoir avoir tendance à vouloir la valider alors qu'en fait, on ne peut que la corroborer ou la falsifier à partir d'observations. Et du coup, voilà, nous mettre en évidence que la démarche scientifique et rigoureuse basée sur la vérité logique, elle est. Enfin, que c'est pas parce qu'on va avoir une observation que l'hypothèse sera forcément validée, ce qui est souvent fait dans la démarche scientifique. Je sais pas si c'est très clair. Ouais. Ben, ce point-là comment dire, il y a, si on prend les choses du côté de la confusion entre vérifier et corroborer, vous y êtes. Pardon. Dans le cadre de ce qu'on appelle le raisonnement hypothético-déductif. Bon, ceci dit, avant d'arriver au raisonnement hypothético-déductif, il y a le problème de la nécessité d'accepter ou d'admettre la discipline du raisonnement hypothético-déductif. Donc là où votre question, elle me donne un peu elle donne, c'est une perche tendue pour se faire battre relativement à peut-être une soumission qui serait un peu, comment dire, si cette soumission a la nécessité de la scientificité, elle est pas discutée, ça peut être une soumission un peu suspecte, au sens d'une passion d'obéissance à quelque chose qui serait la scientificité, source de prestige, etc., etc. Mais encore faut-il se demander la scientificité, la science, pourquoi? Oui, Et vous voyez, c'est une fois qu'on a dit la scientificité, oui, qu'on peut se demander, alors dans quelles conditions? Mais en premier lieu, il y a la question finalement du statut de la science, du savoir scientifique. Hein. Pas la science ouais. en tant que science, c'est le savoir scientifique, quel est son statut, quelle est sa fonction dans le champ social contemporain. Et du coup, je vous réponds et je m'arrête là. Le point de départ du cours d'épistémologie dont je me trouve le développeur, c'est de suivre Piaget, Jean Piaget, Ok. qui, en tant que grand épistémologue, définit l'épistémologie comme l'étude de la constitution des connaissances valables. Donc, si on suit Piaget, la question numéro 1, c'est qu'est-ce qui fait la valeur des connaissances? Pendant que vous parlez, est-ce que vous pourriez éteindre tous les micros, s'il vous plaît? Ouais, il y a le micro de Soulaïna. Merci. Voilà. Donc, je ne sais pas si, vous voyez, il faut le point de départ quand même, je reviens là-dessus. Le point de départ, c'est connaissance. OK, mais qu'est-ce qui fait la valeur des connaissances? Ok. Ouais, Alors, moi, j'ai pas fini de regarder le cours. Est-ce qu'on y répond ou est-ce que c'est juste des réflexions autour de ça? bah, d'après vous, C'est juste des réflexions.
Ah, Bah, je pense, moi, j'ai fait qu'une partie du cours, mais je pense que c'est plutôt une réflexion. Ça nous amène plutôt à réfléchir, à nous questionner sur quelle est vraiment la valeur de la vérité en science et tout ça. Mais moi, je trouve que c'est une question hyper intéressante. Je suis vraiment très reconnaissant. En fait, moi, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas une seule vérité, mais plusieurs, selon le point de vue dans lequel on se place. Euh, Ça dépend bah, ce qu'on moi, cherche à démontrer. Ça moi, dépend à quel point c'est biaisé au départ ou pas, quoi. C'est ce que j'ai compris aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux démontrer, de quel point de vue je me place et qu'est-ce que je mets en place finalement pour arriver à démontrer quelque chose qui me semble peut-être une piste de départ ou de travail. Le problème de ça, c'est qu'effectivement, le danger, c'est les biais, à mon sens. Donc ça, c'est ce que j'ai compris des exclusions des groupes. Et de comment je pose en fait l'hypothèse de départ. C'est-à-dire que si l'hypothèse de départ est biaisée, bien sûr, le résultat de fond va être biaisé également, quoi. C'est ce que j'en comprends en tout cas dans ce que j'ai lu. ouais, j'aurais tendance à dire que vous êtes victime d'une intoxication de propagande. C'est D'accord. qui vient de la psychologie cognitive. C'est qu'il y a une espèce de culte du biais en psychologie cognitive. Ah d'accord, ok. Mais juste, il y a un problème avec le biais. Parce qu'un Non, il biais, n'y en a ça veut pas. dire une erreur par rapport à une vérité. Alors, moi, je ne le considère pas comme une erreur. Je considère comme peut-être potentiellement quelque chose qui risque d'orienter à un endroit une réflexion. Non, mais alors à moi, ce moment-là, de moi, j'ai toute envie de façon, dire où est-ce qu'il n'y a pas de biais, quoi. ouais. Oui, c'est ça. Mais il y en a forcément. Après, l'idée, c'est quand même de faire en sorte qu'il y en ait peut-être le Et, et moins après, possible dans le fonctionnement. En tout après, cas, moi, dans la... Attends, je peux? Oui, Enfin, juste ça. Donc, juste, en fait, là, ce que j'essaye d'illustrer, c'est la démarche réflexive. C'est-à-dire, on se regarde pédaler. Et donc, quand vous dites, c'est super la manière dont je dirais, la naïveté avec laquelle vous posez le problème, je ne vous la reproche pas du tout. Au contraire, elle est bienvenue parce que ça permet de prendre les choses avec simplicité et humilité. On est tous dans une naïveté puisqu'on est on ne peut pas échapper à notre propre subjectivité. Donc la naïveté n'est pas un péché. Maintenant, la naïveté, c'est un état d'innocence. Je coupe le son de je ne sais qui. Raphaël, vous pouvez couper le son, s'il vous plaît? Je l'ai fait. J'ai un pouvoir fabuleux là. Donc, omnipotent. donc, je disais ouais, que la naïveté n'est pas un problème en soi, mais on est suffisamment, justement, euh, euh, on n'est pas tout à fait naïf puisqu'on arrive à parler de la possibilité de la naïveté. Et cette capacité de réflexion, eh ben, c'est fondamentalement comment dire, un élan philosophique. Donc, l'épistémologie, c'est un élan philosophique de réflexivité sur la construction des discours scientifiques ou pas scientifiques et la question de leur valeur. Mais, donc, je reviens sur cette idée de biais. Là où il y a une naïveté possible, c'est quand on découvre qu'il y a un présupposé implicite qui serait qu'on pourrait viser un état d'absence de biais comme étant préférable à un état de biais. Parce que, vous voyez, présenter le biais comme quelque chose qui est d'entrée de jeu péjoratif, ça, c'est une naïveté. Il y a un a priori quelque part. Et du coup, on peut se demander qu'est-ce que c'est qui fait qu'on n'est pas à l'aise avec cette histoire de biais, en même temps qu'on admet qu'il y a des biais, mais juste d'un point de vue logique. Si on veut, si on part dans cette logique, il y a des biais, il faut les détecter pour les éliminer. Ben, pour éliminer un biais, c'est quoi? Il faut reformuler ça de manière logique, c'est-à-dire simple et intelligible. Un biais, ça veut dire que par rapport, je vous fais un petit schéma, j'ai un point ici, et en fait, je le vise, et en fait, j'arrive à côté.
Il y a une erreur entre le point que je vise et là où j'arrive. Ou ce que je vois, ce que je perçois, ce que j'appréhende. Donc, ça va très bien comme schéma théorique, mais nous, si on est dans notre biais, on ne pourra jamais juger de son écart à la vérité, puisqu'on est dans notre biais. Donc, là où il y a un problème, c'est que on croirait, on pourrait croire qu'il existe des méthodes, des recettes ou des gens qui nous permettraient de nous affranchir de ces biais. Si vous voulez, ça me semble un peu naïf parce que je ne crois pas qu'on puisse régler le problème. Une fois que vous êtes dans votre biais, vous êtes dans votre biais. Donc, comment dire, croire qu'il existerait un point de référence absolu de vérité qu'on pourrait gagner en se débiaisant, je ne suis pas sûr que ça nous amène très loin. L'idée, c'est pas de les supprimer complètement. Enfin, moi, dans mon idée, c'est pas de les supprimer complètement, mais en tout cas, c'est d'essayer d'avoir effectivement une approche qui permet, en tout cas, d'être le plus conscient possible. Effectivement, on en a. Ben ça fait partie, pour moi, effectivement, ça existe, en fait. Hein, on en a tous et c'est humain. Enfin, j'ai mon filtre, chacun a ses filtres, en fait, hein, de fonctionnement. Donc après, ce que je me dis, c'est OK, l'idée, c'est quand même d'essayer d'être le plus précis possible, justement, ou en tout cas d'avoir une approche qui permet d'avoir un tout petit peu de recul pour voir si c'est effectivement ma vision qui teinte, si effectivement, peut-être sur le point de départ de ce que j'ai pu poser, il y a une autre façon de faire qui permettrait en fait d'avoir quelque chose qui soit plus juste, etc. Enfin, effectivement, après, il y a une démarche de réflexion sur tout ce qui se passe autour. En tout cas, l'idée, c'est justement d'éviter d'être trop pollué par nos propres systèmes, si je peux dire ça comme Ouais, ça. mais Quoi. voilà, vous voyez cette façon de. Je me permets de vous envoyer un peu le truc parce que quand on parle de pollution, là, Oui. on a un effet de poésie au sens que la pollution, c'est pas bon. C'est Alors moi, je ne le perçois indésirable. pas comme ça. C'est-à-dire ce qu'on essaye de faire quand on pose une démarche scientifique, bon, on a des attendus, bien sûr, puisque quand on pose une information, quand on cherche quelque chose, on a des attendus. L'idée, quand même, c'est d'être peut-être suffisamment curieux, sensible ou autre à ce qui va être posé. Et derrière, à mon Ouais, sens, c'est ça. Enfin, ok. et de ne pas aller, parce que j'ai envie de prouver à tout prix quelque chose, une théorie ou quelque chose que j'ai pu voir, d'aller jusqu'au bout et justement de s'enfermer dans quelque chose qui peut ne pas être juste au final Mais attendez, ouais, mais enfin, dans votre discours, il y a une double résonance. Il y a la résonance d'un appétit de décentration. Je le reprends tout de suite hein, pour ne pas pour ne pas méconnaître. Non, laissez penser que je méconnaîtrai quelque chose que vous exprimez, qui est que je peux reformuler comme ça. Dès qu'on s'identifie à des idées, on n'est plus capable de les examiner objectivement. Je peux le dire comme ça. Mais je pense que c'est valable, oui. Enfin, oui. Donc là, on peut dire il y a un biais. Il y a une idée, je l'aime. J'aime une théorie. J'aime Lacan, j'aime Freud, j'aime Stanislas Dehaene, etc. Et donc, je refuse de tout mon être, de tout mon cœur, que ce que ces gens-là prononcent soit faux, soit rejeté, soit critiqué. Bon, voilà. Donc ça, c'est… si on a un amour comme ça, par rapport à certaines idées, évidemment, on est dans l'incapacité de les envisager de manière critique, c'est-à-dire de s'en détacher, de prendre le risque de s'en détacher. Et donc, on est juste en train de reconnaître qu'on n'est pas libre de nos croyances. Donc ça, c'est une chose, évidemment, il faut que je peux aller dans ce sens-là au titre de ma subjectivité à moi, dans mon propre biais. Ce que je voulais dire, c'est que si on dit maintenant, on pose d'entrée de jeu qu'il faut aller vers la justesse, par exemple, ben, il faut déjà définir c'est quoi la justesse. Et la justesse, ça va pas. Dans l'approche, on va dire, scientifique à laquelle je suis un peu familiarisé, la justesse, on n'attend pas qu'elle nous tombe du ciel.
On n'attend pas que ce soit une révélation. Ce qui ne veut pas dire que toute forme de révélation soit à bannir ou à mépriser d'entrée de jeu. Pas du tout. Mais la justesse, il va falloir qu'on se la construise avant de la désirer ou avant de s'en servir pour… donc, vous voyez qu'on revient sur la question initiale de Piaget, la valeur des connaissances. C'est exigé en principe, mais quand on a dit ça, après Paul, je vous laisse intervenir, enfin je ne veux pas monopoliser, mais une fois qu'on a accepté, est-ce que tous autant qu'on est, 123, on accepte comme exigence fondamentale, a priori, donc forcément biaisée, parce qu'on part de là. Est-ce qu'on assume que la connaissance, elle est intéressante si elle est valable? Sous-entendu, il y aurait de la connaissance non valable. Donc, on exige une preuve de valeur de la connaissance. Vous voyez, ça, déjà, c'est un pacte initial, avant toute forme d'éducation, etc., etc. Enfin, avant toute forme d'éducation, non, parce qu'on ne pourrait pas se poser cette question si on n'avait pas tous autant qu'on est été éduqués. Mais au stade où on arrive, on peut se dire, allez, on exige avec Piaget que les connaissances, et en particulier les connaissances scientifiques, parce qu'on est quand même à la fac, en psycho, dans une discipline qui revendique quand même d'une certaine manière la scientificité. Est-ce qu'on est tous d'accord pour exiger que les connaissances, c'est-à-dire les discours qui les véhiculent, ces connaissances, soient valables? Donc, la réponse implicite, elle est oui, sinon on va faire autre chose. On n'est pas là. Et une fois qu'on a dit oui, du coup, se pose le problème de comment on fait pour définir ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Ou bien, est-ce que la valeur, c'est une grandeur ordinale et à ce moment-là, il peut y avoir des choses qui ont beaucoup de valeur, un peu de valeur, pas du tout de valeur. Vous voyez, on va tomber sur ce problème initial de nous donner une définition d'un critère de valeur. Et vous avez parlé de valeur de vérité entre les ordinateurs et les humains. Et que du coup, on n'attribue pas la même valeur de vérité. Ça, c'est la question de l'exercice 11. Ouais, si vous voulez bien, on la garde pour la fin de la séance, puisque dans la chronologie, c'est un petit truc qui arrive après. Là j'essaye de construire le début en profitant de la question de l'intervention de Margot initiale. Et pour vous remettre dans l'aiguillage que j'ai choisi, qui a été le mien quand j'ai développé le cours, là, c'est-à-dire que une fois qu'on admet qu'on a besoin de définir ce qui fait la valeur des connaissances, parce qu'on a admis qu'il faut que les connaissances aient de la valeur, eh ben, quelles sont nos options? Et donc, il y en a au minimum deux que j'ai pu discerner. C'est dans le désordre, c'est l'utilité des connaissances. Ça, c'est un critère de valeur. La psychologie est friande d'être utile. Et il y a aussi… mais le problème de l'utilité, c'est pour ça que je commence par là, un peu, pas naïvement justement là, je commence par le problème de l'utilité pour le mettre de côté, parce que qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir dire que telle connaissance est utile ou pas utile? Dès lors qu'on accepte que l'utilité est un critère de valeur, donc on se retrouve dans la situation où on est capable, en principe, de juger de l'utilité d'une connaissance. Et donc, ce jugement d'utilité, quelle est sa valeur? Est-ce que ça doit être à nouveau l'utilité? Et à ce moment-là, vous avez une régression à l'infini. Et finalement, on ne sait pas ce que c'est l'utilité. Si on se décentre un peu de cette façon de poser le problème, on voit aussi qu'il y a un problème qui arrive avec l'utilité, c'est utile à quoi? C'est-à-dire, quels sont les buts?
Et ces buts, ils sont utiles à qui? C'est-à-dire que c'est difficile d'imaginer que l'utilité soit un critère indépendant de toute subjectivité. On voit facilement arriver l'idée que ce qui va vous être utile va m'être nuisible. Si on se retrouve en situation de compétition, par exemple. Et donc, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin par rapport au contexte actuel. Bah, par exemple, pour les examens. L'utilité, on se demande à qui elle se réfère. Donc, vous voyez que l'utilité, c'est un critère glissant. Donc, je le mets de côté. Et en arrière-plan, il y a une critique, évidemment, de l'utilitarisme hein, dans la doctrine politique, économique et aussi scientifique. Du coup, il y a la deuxième option qui est la vérité, justement. Grosse notion métaphysique, religieuse, mystique, politique aussi. Parce que si la vérité, c'est certaines autorités qui la détiennent, vous voyez, bon. Et donc, la vérité, mais la vérité quand même, quoi. Et du coup, laquelle vérité? Alors, est-ce que c'est la vérité du chacun sa vérité, qui est Non, très à la mode? Moi, pour rebondir par rapport à ça tout à l'heure, j'ai eu souvent affaire à des gens face à moi qui tenaient ce discours-là. Et moi, je suis assez farouchement contre parce que d'un point de vue du raisonnement logique, c'est fondamentalement faux. Parce que si tu admets qu'il y a plusieurs vérités, si une vérité en contredit une autre, ça veut dire que forcément qu'il y en a une qui est fausse. Donc, à la base, ce raisonnement-là ne tient pas, Juste, pour moi. je peux faire une objection, Oui, Paul. C'est que quand tu dis que à chacun sa vérité, si ce n'est pas les mêmes, c'est donc qu'il y en a forcément une qui est fausse. Tu dis ça. oui. Ah oui, oui. C'est-à-dire que s'il y en a une qui en contredit une autre, voilà. où est-ce Ou qu'on deux va? qui s'en valent. Alors attends, juste, Si tu prends le pardon, 6 ou le 9 que tu Marie, Si tu ouais, prends pardon. le 6 ou le 9 que tu vois des deux côtés, tout le monde a raison. C'est une question de point de vue parfois. L'image, Alors, elle est frappante. je peux ajouter à ma réflexion, il y a peut-être plusieurs parts d'une même pièce qui font la vérité, comme une pyramide. Tu vois, on peut voir la pyramide de différents angles, on la verra différemment, mais elles font partie d'une même pièce. Et donc là, même si tu es au sud et moi au nord, qui fait jour ou qui fait nuit, même si on a une vision différente de la pyramide, c'est une seule et même chose. Juste, je peux me réimmiscer Oui. dans le truc de manière un peu, comment dire, brutale. Parce que là, vous êtes en train de faire un gros hors-sujet, là. Non, mais je dis ça, vous voyez un peu l'autorité du prof. Si en tant que prof, je dis vous faites un hors-sujet, tout le monde s'écrase, vous voyez, ce n'est pas la vérité, hein, c'est juste un effet d'autorité. Mais quand je dis que c'est un hors-sujet, c'est pour vous dire que ça m'éloigne de là où je voulais aller. Parce qu'il y a une complexité là dans ce qui vient. C'est que je voulais dire à Paul que quand vous dites les deux vérités se contredisent, donc il y en a une qui est fausse, vous avez admis tacitement que ce qu'on appelle en logique le principe de non-contradiction. Mais au stade de la discussion où on en est, on n'a pas dit que la vérité, c'était un truc qui avait à voir avec le principe de non-contradiction. C'est-à-dire que si on défend mordicus que chacun sa vérité, il n'y a pas écrit que la vérité, c'est quelque chose qui suppose l'absence de contradiction. Parce que rien n'empêche d'imaginer que chacun sa vérité. Eh bien, la vérité en question, c'est une conviction, une légitimité de son expérience subjective, et qu'à ce moment-là, elle ne souffre aucune contradiction. Il y a juste des différences d'expérience, et à ce moment-là, ça permet de renommer un peu les choses pour laisser la vérité tranquille avec ces enjeux de subjectivation qui sont parfaitement légitimes hein, pour moi.
il s'agit quand même de défendre en psychologie que la subjectivité, c'est sacré. Ce n'est pas une position scientifique, c'est une position éthique. Et là encore, il y a la possibilité de s'affronter sur cette idée-là. Mais si vous dites la subjectivité, ce n'est pas sacré, autrement dit, sacré, je veux dire, la subjectivité implique un respect qui ne souffre pas d'exception. Si vous acceptez, par un raisonnement par l'absurde, si vous dites la subjectivité peut ne pas être respectée, tirons les conséquences, vous allez déboucher sur des conséquences sinon absurdes, du moins pour moi inacceptables, du point de vue d'un humanisme qui n'est pas très bien défini, mais qui est que si je n'ai pas cet humanisme, qu'est-ce qu'on fait là ensemble? C'est vrai. Contre de l'autre. Donc, moi, j'aurais tendance à dire dans le cours, dans le cadre de ce cours, en psychologie, ok, on part du pacte, on veut des connaissances valables. Il y a un présupposé aussi qui vient d'entrée de jeu, c'est que la subjectivité, c'est sacré. Donc, on ne va pas commencer à aller dire, on va raboter la subjectivité des uns et des autres pour que tout le monde puisse se mettre d'accord. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas de nier ce qu'en psychanalyse, par exemple, on appelle la singularité. C'est un peu un terme idolâtre, hein, la singularité. Une fois qu'on a dit la singularité, sous-entendu, tout le monde se tait. Non, ce n'est pas ça. Mais la singularité de nos expériences subjectives, il faut l'accepter d'entrée de jeu. Et le dialogue, c'est l'occasion de la rencontre de nos subjectivités. Et on s'est déjà rencontrés, si j'admets qu'on est d'accord sur les connaissances doivent avoir de la valeur, doivent être valables, ou doivent être valables, plutôt que doivent avoir de la valeur qui présuppose que la valeur, c'est une espèce de substance. Non, elles doivent être valables, et de deux, nos subjectivités sont sacrées. Donc, à chacun sa vérité. Si c'est cette… vous voyez, si on dit à chacun sa vérité, ça veut dire que chacun a son expérience. Et en tant que telle, elle doit être respectée. Dont acte. Mais, vous voyez, cet usage du mot de vérité pour parler de ce que j'appelle subjectivité, on le règle. Ce n'est pas un problème de vérité, c'est un problème de subjectivité. Donc, la vérité qui nous intéresse comme critère de valeur possible, le choix qui est fait dans le cours, on ne va pas jouer aux devinettes, c'est de constater que ce qui est commun aux sciences au pluriel, c'est la vérité scientifique. Mais vous voyez, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est une vérité qui est qualifiée de scientifique. Du coup, il faut encore la construire. Et quand on creuse un petit peu, on voit que le dénominateur commun de toutes les sciences, par rapport à cette vérité scientifique, c'est l'adoption de la vérité que j'ai appelée logique. Donc, c'est une vérité modeste. Vous voyez, ce n'est pas la vérité au sens de la vérité avec un V majuscule. Ce n'est pas la vérité au sens de la vérité irrationnelle qu'on peut toucher par des expériences mystiques. C'est une vérité logique. Alors, et c'est pas très dangereux de prendre ce chemin-là parce que l'histoire des sciences montre que toutes les sciences s'appuient sur la logique. Excusez-moi. Oui. J'aimerais rebondir là-dessus parce que en lisant le cours, depuis le début du cours, ce qui m'interroge beaucoup, c'est tous les phénomènes inexpliqués, la physique quantique. Est-ce que la science peut observer mais pas forcément expliquer? Donc est-ce que la limite serait là? C'est-à-dire la vérité logique, c'est ce que la science peut expliquer par un consensus et tout le reste,
Non. Non? Si vous- Comment, si enfin, vous- comment l'épistémologie se positionne vis-à-vis de ces phénomènes, en fait? Parce que Bah, je sais pas. alors, ouais, vous me tendez plein de pièges parce que l'épistémologie, quand on en parle au singulier, ça sous-entend qu'il n'y en a qu'une. Vas-y. C'est exactement pareil que si je vous dis la science. Il n'y a pas la science au singulier, il n'y a pas l'épistémologie au singulier. Il y a des approches autour de… Et l'épistémologie au singulier, déjà, si on dit l'épistémologie, on suit Piaget, c'est la question de la valeur des connaissances, on est en train de parler de l'épistémologie de Piaget. Hein. Et donc, Piaget n'est pas l'épistémologie. Enfin, le discours de Piaget. Vous voyez, donc, faut toujours avoir en tête que, bon, on est dans des biais, vous voyez, au sens dans des partis pris au départ. Donc, ça, c'est… On ne peut pas faire la moindre chose sans être dans un parti pris. Du coup, donc ça, c'est une première chose. L'épistémologie, c'est au pluriel. Et on peut, après, nous, ici, on développe une approche. Donc, pour aller direct au résultat, l'approche de la vérité logique que j'essaye d'explorer avec vous, là, cette approche, elle a comme conséquence une conséquence tout à fait importante. Et c'est là où ça renvoie, je reviens à mon hors-sujet que je renvoyais à Marie tout à l'heure, ou avec votre histoire de la pyramide. C'est que la vérité, c'est la propriété non pas d'une expérience, c'est pas la vérité non plus des choses. La vérité, c'est une propriété qui s'applique à des phrases et que à des phrases. Donc, quand on adopte le critère de vérité logique comme critère de valeur des connaissances, on est en train de dire que ce qui va avoir de la valeur ou pas, c'est des phrases. C'est du discours. Et que ça c'est important parce que du coup, on est tout de suite en mesure de remarquer que le discours n'est pas identifié, n'est pas identique à ce que le discours, à ce à quoi le discours se réfère. Donc, la vérité logique, elle n'a pas du tout une vocation totalisante. Alors, pour enfoncer le clou, ma perspective est contextualisée. La perspective, là, dans ce cours, moi, elle s'appuie essentiellement sur ce que j'ai pu comprendre de la réflexion épistémologique, non pas de Piaget, mais de Karl Popper, qui est un logiciste, qui s'appuie sur la logique. Et donc, dans un ouvrage remarquable, enfin, je vous le recommande hein, si vous avez le temps, c'est La société ouverte et ses ennemis, c'est un ouvrage qui date de 1945, je crois. Il dit qu'il est irrationnel de nier l'irrationalité. Il est irrationnel de nier l'irrationnel. Premièrement, donc pétition rationaliste. Et le champ de la science est le champ du rationnel. Donc, le champ de la science n'est pas le champ de tout. Il est irrationnel de nier qu'il y ait des phénomènes irrationnels. Donc, la science n'interdit pas l'irrationalité, qu'il existe des choses réelles, qu'il existe des choses irrationnelles, que le réel, au sens où on désigne ce qui est, mais que nous ignorons, en grande partie au moins, le réel, il est peut-être irrationnel. Vous voyez, on n'est pas en train de nier ça. Donc ça, c'est très important quand même, parce que c'est un aveu, comment dire, si je veux parler lacanien, c'est la rationalité est un discours castré. Il n'y a pas de toute puissance dans la pétition rationaliste. Il n'y a pas l'énoncé « tout est rationnel ». Si vous dites « tout est rationnel », c'est irrationnel. Donc, c'est contradictoire avec la pétition rationaliste qui veut des énoncés raisonnables. Et la raison, ça va être la vérité logique. Donc, par exemple, pas de contradiction.
Mais du coup, enfin, ouais. Bah ouais, juste donc je voulais dire que bah, non, allez-y. Non, mais pardon de vous avoir coupé. Mais, enfin, mais dans le monde scientifique en général, et vraiment j'y connais rien, mais de ce que j'ai l'impression qu'il en ressort, c'est que beaucoup considèrent que ce qui est rationnel ne peut pas être irrationnel. Beaucoup Et donc, considèrent que considèrent que ce qui est irrationnel ne peut pas être rationnel, un peu le contraire. Et enfin, j'ai l'impression que dans, je sais pas, le monde médical ou enfin, la science en général, même si ça veut rien dire, mais que, enfin, j'ai pas l'impression qu'il en ressort cette phrase, il est irrationnel de nier l'irrationnel. Je la comprends et c'est plein de sagesse, mais dans la pratique du monde d'aujourd'hui, le message qui en ressort, c'est le contraire en fait. ah ben justement, Mais- ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui cloche, non ou pas? Bah Bah oui, oui. vraiment, bah, tout à fait, il y a quelque chose Bon, ben qui... voilà, ce qui cloche, si vous voulez, et donc ça me permet de répondre à le deuxième point de ma réponse, c'est que c'est quand vous demandez qu'est-ce que c'est expliquer, si j'ai bien compris. Parce que justement, il faut se mettre d'accord du coup sur qu'est-ce que ça veut dire expliquer. Si expliquer, c'est invoquer l'irrationnel, et de mon point de vue, c'est ce qui se passe quand on fait des probabilités, vous invoquez le hasard. Et vous mettez de la mesure de probabilité sur du hasard. C'est-à-dire sur quelque chose qui n'est pas nécessaire. Le hasard, c'est l'inverse de la nécessité. C'est la négation de la nécessité. C'est l'indétermination, le hasard. Je vais fermer pour pas te gêner. Sabrina, il n'y a pas d'image et vous avez du son parasite. Ouais, donc j'en étais à dire que qu'est-ce que ça veut dire expliquer? L'option qui est prise dans le cours, c'est une option extrêmement, comment on peut dire, contraignante et restrictive. C'est dire que expliquer, c'est invoquer la nécessité et non pas le hasard. Donc moi, pour bien marquer le truc, après je vous laisse. Dans cette restriction-là de l'acception du verbe expliquer, il y a le rejet des explications fondées sur des modèles probabilistes, tout simplement. Parce que la philosophie des probabilités est nécessaire à une science qui s'appuie sur des modèles probabilistes. Et quand vous avez des sciences probabilistes qui refusent une réflexion philosophique sur qu'est-ce que c'est une probabilité, à ce moment-là, vous avez la possibilité d'un discours qui passe pour être savant, valable, en particulier parce qu'il a des propriétés mathématiques, alors ça fait tout de suite très sérieux. Mais l'habit ne faisant pas le moine, les probabilités ne font pas la science. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Moi, j'ai un parcours scientifique et je voulais comprendre, est-ce que la science, tant que vous avez décrit les approches, peut couvrir une partie de la vérité avec la fidélité, la justesse, les plans d'expérience, les modèles, comme vous dites, par rapport à utiliser la probabilité, parce que peut-être c'est moi qui ai des difficultés parce que j'ai un parcours de chimie analytique. C'est vous qui allez nous apprendre des choses alors. Et du coup, j'aimerais bien comprendre parce que après, d'après mes lectures, je pense qu'au contraire, par rapport à la personne qui a intervenu tout à l'heure, moi, en tout cas, tel que j'ai appris que c'est la science ou les hypothèses, ça ne veut pas dire rejeter. On va faire une hypothèse 0, une hypothèse 1, et après, si ça tombe, tant mieux pour tout le monde. Il y a un scientifique qui a l'esprit scientifique. Il ne doit pas nier quelque chose qui ne va pas dans son sens. Le but, c'est pas ça, à la base. Quand j'ai fait en tout cas mes expériences au laboratoire, c'était le but, on va faire les paramètres, on va faire une étude globale et par la suite, si ça ne tombe pas comme nous on veut y aller, tant pis, c'est le principe de recherche. C'est pour ça qu'il y a des chercheurs en CNRS qui ont 25 ans, ils n'ont rien trouvé. Donc, ouais.
Est-ce que je peux intervenir? Je ne sais pas, est-ce que c'est ça, ces mesures et cette approche, on va dire, analytique et justesse probabilité avec les normes, peut-être vous connaissez mieux que moi, de fidélité, de tout ça, de rejeter certaines réponses ou retenir ou pas une réponse ou une hypothèse, est-ce que ça répond à une partie de la vérité logique? Et est-ce que je peux juste… Il y a quelqu'un qui veut intervenir, mais c'est juste pour faire un élément technique. Si vous posez la question comme ça, là, en termes de recouvrir, est-ce que ça peut couvrir la vérité? C'est comme si vous êtes en train d'utiliser la vérité comme un champ. Vous voyez, il y aurait un terrain, imaginez un terrain de foot, et ça représenterait la vérité. Et ensuite, on aurait une démarche pour connaître une partie du terrain de foot. C'est comme ça que Voilà. Mais quand vous dites ça, il faut être conscient que du coup, la vérité est le terrain de foot. On n'a qu'une partie, on n'aura qu'une connaissance d'une partie. C'est là où il faut faire du vocabulaire. Parce que le réel, c'est le terrain de foot. Mais la vérité, ça n'est pas le réel. La vérité, c'est une propriété qu'on donne à des phrases qui se réfèrent à des objets, des significations. Et ces objets et ces significations, c'est même pas sûr que ça coïncide avec le réel. Vous voyez le truc? C'est compliqué là. C'est-à-dire que puisqu'on est à l'intérieur du langage, c'est ça le truc. C'est pour ça que la discussion sur le biais qu'on avait juste avant, on peut un peu la reprendre en disant si on croit qu'on va pouvoir connaître le réel indépendamment du langage, indépendamment de notre subjectivité, c'est peut-être un fantasme, bien entendu, c'est un fantasme limite. C'est l'idée d'une connaissance qui s'affranchirait de toute conditionnalité. Notre condition, c'est la subjectivité, le langage, et à l'intérieur de ça, un désir de connaissance. C'est un désir. Du coup, il y a un problème, c'est que comment voulez-vous qu'on ait accès au réel en dehors du langage et en dehors de notre subjectivité, pour savoir qu'est-ce que ça serait le réel tel quel? Est-ce qu'on peut le savoir, le réel tel quel? On peut le savoir, le réel tel quel? Ben, ça, c'est une grande question. Moi, il me semble que ce qu'on peut savoir, c'est si des phrases qu'on énonce et qu'on a énoncées en les articulant avec beaucoup de soin pour qu'elles soient connectées les unes avec les autres de façon logique, on peut savoir quelle est la valeur de vérité, vrai et faux, qu'on va donner à des phrases. Mais ces phrases, la philosophie du langage, telle que j'ai pu la survoler, c'est pas Queen, hein, je me réfère à Queen. Par exemple, je crois que c'est le mot et la chose ou les mots et les choses, parce que le mot c'est la chose. Mon mari me dit toujours, il me dit, Humaine, le mot c'est la chose pour elle. Voilà, le mot c'est la chose. Parce que je suis toujours comme ça. Oui, bah justement, le mot n'est pas la chose. Si le mot doit être la chose, à ce moment-là, le langage couvre le réel. Eh ben, y a quand même à ce moment-là un problème. C'est qu'il y a la négation totale du mystère. Il y a juste quelque chose qui n'est pas encore connu, mais il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'irrationalité, il n'y a pas d'impossibilité radicale de rationaliser le tout. Mais allez penser le tout. Autrement que comme un paradoxe, un mystère qui est… si vous voulez, enfin là, je vous livre mon intuition. Le tout, le réel, l'être, tous ces mots-là, ils sont synonymes. Mais ils sont synonymes d'un mystère. Ils sont synonymes du caractère insondable de ce qui fait on est obligé de constater que nous sommes vivants, etc., etc.
mais on n'aura pas la raison de tout ça, au final. Dans la pensée scientifique qui s'est élaborée au début du XXe siècle avec Gödel, notamment, qui développe, qui ruine le rêve positiviste des mathématiciens comme Hilbert, qui pensaient que les mathématiques allaient pouvoir coiffer le réel. Ben, Gödel montre mathématiquement que ce n'est pas possible. Donc, il y a une castration qui s'est opérée. Et il y a que la raison n'est pas l'autoroute vers la divinité, vers un état d'omniscience et de paix profonde avec tout ce qui est. Il y a que la science n'est pas une voie mystique. Enfin, ça, si vous voulez, c'est ma perception et je pense on peut la défendre. Mais, et donc, je voulais, je prends un peu de temps pour vous répondre parce que il y a peut-être la possibilité d'une naïveté qui s'appelle le réalisme naïf. Le réalisme naïf, c'est de croire que ce que dit une phrase est vrai et au sens que ce que dit la phrase, c'est réel. Le verre que j'ai en face de moi rempli de café, à mon échelle à moi, ça me va de dire que vrai ou bien réel, il y a un verre de café sur la table. Mais quand vous parlez, quelqu'un d'autre parlait de physique quantique, etc., on voit bien que le verre en tant que tel, il peut être son ontologie. Vous voyez, le fait que le verre existerait en tant que tel, je ne le regarde plus, il continue d'exister en tant que tel. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand je reviens dessus, il est toujours là. Cette perception, c'est du réalisme naïf, parce que la physique quantique, elle vous explique que le verre, il n'est pas comme ça en tant que tel. C'est autre chose avec un niveau d'existence qui est un niveau de possibilité, non pas de réalisation, et qu'étant donné des propriétés de possibilités d'état qui sont, on dit, superposés, ça veut dire que juste ils sont tous possibles avec une certaine mesure de probabilité. À un moment donné, il y a un phénomène qui s'appelle la réalisation par une observation, par exemple, par l'exercice de notre subjectivité, qui fait qu'à un moment donné, le verre devient le verre. Mais je crois que c'est une naïveté d'identifier le réel à ce que disent des phrases. Du coup, vous voyez, si on dit ce qu'on veut, c'est des phrases vraies, au sens logique du terme, il n'y a pas, y a pas la naïveté du réalisme naïf. Autrement dit, le positivisme en science, il est dépassé. Le positivisme, c'est la croyance que justement, il y a une coïncidence possible entre l'esprit humain au sens large, hein, ça peut être d'un individu ou d'un collectif, il y aurait la coïncidence possible entre cet esprit humain et le réel. Je crois plutôt qu'on est des poissons rouges dans une baignoire. La baignoire étant le réel et le poisson rouge étant nous. Notre cognition est-elle à la mesure du réel? Non. Parce que notre cognition, elle est, quand on la pousse, elle peut devenir un tas de phrases logiques. Lequel tas de phrases est fondé sur un théorème de Gödel qui dit de toute façon, le socle de la vérité, on ne peut pas le saisir. On est dans l'arbitraire. Pour ajouter une couche, vous prenez, il y a aussi Searle, un philosophe du langage et de l'esprit, et à la suite de multiples autres philosophes, qui dit il n'y a pas de fait brut. Toute description est arbitraire. Ça renvoie aussi au réductionnisme de la description. Il n'y a pas de description scientifique qui ne soit pas réductrice. Et il faut bien le savoir. Donc, l'espoir que la science, après avoir
enfin, héritière de l'effondrement religieux dans l'Europe occidentale à la fin du Moyen-Âge. Cette science qui est victorieuse de la superstition religieuse. Je ne veux pas du tout être offensant vis-à-vis des gens qui ont des croyances religieuses. Je dis juste que croyance égale croyance. C'est-à-dire que quelqu'un qui est superstitieux, c'est juste quelqu'un qui est croyant. Et donc, la science comme vainqueur de la croyance, ce rêve-là, il est mort au début du XXe siècle. Et il y en a encore des traces parmi nous tous. Puisqu'il faut du temps pour avaler les choses. Personne ne comprend exactement c'est quoi la relativité, encore moins la physique quantique, alors que ce sont des choses qui sont apparues il y a 100 ans, plus. Donc, tout ça pour dire que la vérité logique, ce qui va rendre les connaissances valables, ce n'est pas quelque chose qui nous garantit la grande jouissance, quoi. L'extase, vous voyez. Donc, c'est un peu triste d'un certain côté. Il faut assumer il y a un deuil qui va avec ce programme. Et en même temps, il n'y a pas que de la tristesse, il y a la possibilité d'un humanisme, d'un progrès, sauf qu'il faut bien le mettre à sa place, quoi, ce progrès. Donc, du coup, voilà, on arrive à cette idée qu'avec la vérité logique, on n'attrapera pas la vérité, parce que quand vous dites A implique B, par exemple, et A, alors B, quand vous dites ça, vous avez construit que A implique B est vrai, qu'est-ce que vous en savez? Vous avez construit que A est vrai, qu'est-ce que vous en savez encore? Pour pouvoir être sûr, d'un point de vue rationnel, que B est vrai. Donc, vous voyez, là, on va gagner une objectivité, c'est-à-dire une contrainte. Si on a accepté A implique B vrai et A vrai, alors notre subjectivité n'est pas toute puissante. Il y a une contrainte. On doit accepter B. Parce qu'on veut ne pas être dans la contradiction. La contradiction, on l'a admise comme la possibilité de se rendre compte que quelque chose est faux dans l'ensemble de ce qui est raconté. Mais au final, vous voyez, on aura quoi? On a l'espoir d'un discours qui va être cohérent, qui va pouvoir se construire petit à petit grâce à la détection des contradictions. Et donc, il va y avoir la créativité humaine, l'imagination, pour construire un discours qui répare les contradictions et donc qui modifie le discours au fur et à mesure que le temps passe. Simplement que ce discours, il a comme espérance la cohérence, c'est-à-dire l'absence de contradiction, mais la cohérence n'est pas une garantie de la vérité. Cette vérité au sens qu'un discours coïnciderait avec le réel, ce qui est. Donc, il y a une espèce de recul sur cohérence n'implique pas vérité, quoi. Vous voyez? Et du coup, jouons à construire des discours cohérents, oui, c'est possible. Mais pas trop sérieusement quand même. Parce qu'il faut quand même savoir que c'est qu'un jeu. Merci beaucoup, c'est excellent. Ah, ben je vous remercie. Ça m'encourage. Ça veut dire que je ne suis pas trop fou. Parce que vous savez, à Non, force, non, monsieur, c'est génial. Non, vraiment, ça me donne envie hyper d'aller bien. plus loin. Vraiment. Ah, eh ben, vous me faites très plaisir, merci. Et alors, du coup, Moi, ça me rappelle les cours de philo en terminale et franchement, ça fait super plaisir de pouvoir avoir des cours comme ça et de pousser vraiment la réflexion loin et de se poser vraiment des questions de fond. Et moi, je trouve que c'est vraiment ça qui est le plus intéressant dans ce qu'on fait finalement.
Puisque vous êtes dans ce registre de compliments, moi, à partir du moment où on est en psychologie, si vous voulez, vous êtes obligé d'accepter que, à côté de, comment dire, ce que l'approche logiciste que Popper a inauguré, enfin, en tout cas, a fortement défendu en repreneur lui-même de cette discipline rationnelle, ce que ça amène, c'est une science chaude, c'est-à-dire une science qui a du cœur, une science qui ne nie pas son caractère subjectif désirant. Et c'est l'opposé d'un scientisme froid et irresponsable qui enferme le réel, en tout cas la réalité humaine, dans une sorte de grande usine où les règles de gestion seules sont vraies. Du coup, merci. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est aussi Granger, Gilles Gaston Granger, qui est un éminent épistémologue français, qui est mort dans les années 90, qui fait la différence entre science et technique. Aujourd'hui, la science, elle est assimilée à une fonction technique. Et plus à une philosophie, vous voyez, plus à un regard sur l'existence finalement. C'est la technicité de la chose. Et après, on l'exprime quand on travaille dans l'industrie par la suite. Voilà. Et la science qui est enseignée dans les disciplines qu'on appelle scientifiques, chimie, physique, etc., dans les écoles d'ingénieurs, etc., c'est une technologie d'abord. Et si c'est qu'une technologie, il ne s'agit pas non plus de dévaloriser la technologie, pas du tout, hein, ce n'est pas dans mon discours. Ni d'ailleurs la technique des tests, par exemple, en psychologie, qui est une technologie aussi. Elle est rudimentaire, mais c'est quand même une technologie. Et du coup, tout ça pour dire qu'une science qui a des applications qui devient donc une technologie, pourquoi pas. Simplement que la réduction de la démarche scientifique ou de l'esprit scientifique, au sens de Gaston Bachelard, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La formation de l'esprit scientifique » dans les années 38. La réduction de la science à la technologie, c'est-à-dire la négation de ce désir de connaissance qui est éminemment subjectif, qui peut être une manière de mettre des gens ensemble dans un projet commun où il y a de l'amour qui les unit. Parce que la connaissance, on aime, c'est un objet d'amour et aussi de désir. Donc, cette technologie, ce technicisme est une corruption de l'esprit scientifique. Et qu'il y a un risque, c'est qu'en rejetant les excès du technicisme, on rejette évidemment le caractère fécond, l'héritage humaniste de l'esprit scientifique, vous voyez. Donc, pour résumer, attention, aujourd'hui, la science, c'est la méthodologie. Si on est en train de... Et non pas, vous voyez, on parle de méthodologie scientifique par opposition à esprit scientifique. Si on utilise la méthodologie pour définir ce qui fait que, pour définir la science comme un héritage pour toute l'humanité, on est en train de tordre la situation en donnant une autorité au pouvoir de manipulation de la technique, au pouvoir de drainage des avancées techniques, c'est-à-dire à une logique. Aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons, on est en train de mettre la science, l'esprit scientifique, on l'a servi en tant que technicisme à des intérêts, à des utilités politiques qu'il faut interroger quand même. Il faut au minimum les décrire. Et si je peux me permettre, juste une parenthèse sociale peut-être,
quand la science ou les personnes qui sont scientifiques ou qui travaillent ou sont des techniciens et qui sont dans je pense qu'ils peuvent être dans la corruption quand leurs travaux se mettent au profit des actionnaires. Bah oui. Hein. Exemple, juste une parenthèse. Et donc Bah là, ouais, mais comment dire, on enregistre, moi j'assume complètement le problème. Il ne s'agit pas non plus de tirer l'actualité trop fort et de se retrouver dans des situations. Enfin, moi je suis incapable d'y voir clair là. Mais en tout cas, j'y vois assez bien pour me rendre compte que les enjeux de développement pharmaceutique, de vaccins, etc., les enjeux financiers qui sont liés au développement d'Internet, etc., on sent bien que il ne s'agit pas forcément de poser le bien commun. L'intérêt, les intérêts qui déterminent comment la recherche aujourd'hui contemporaine doit être conduite sont opaques. il y a les déceptions aussi parfois quand quelqu'un qui se retrouve aussi un outil alors qu'il aime ce qu'il fait. Oui, c'est ça, non, absolument. Ça, c'est l'expérience des ingénieurs. Je suis une ingénieure. Ah ouais, au titre d'anecdote, moi, quand j'ai commencé Pardon, je vous fais une petite anecdote, mais c'est pour mettre un peu de chaud dans le truc, c'est que j'étais formateur et j'intervenais dans une grande entreprise qui fabriquait des puces électroniques. Et donc, j'intervenais auprès d'une catégorie de personnel qu'on appelle les opérateurs. Donc, vous n'aviez pas de problème, les opérateurs, il fallait qu'ils obéissent, quoi, hein, grosso modo, c'était ça. Et donc, j'avais encore naïvement l'idée que les ingénieurs, eux, ils avaient un pouvoir d'initiative. Vous voyez, ce n'était pas le même statut quand même. Et un jour, j'ai eu l'occasion d'aller en haut, pas dans les salles de production, mais dans les salles où les ingénieurs se retrouvent. Et là, je découvre avec effarement que c'était exactement des gens qui n'avaient pas d'initiative, qui ne pouvaient pas en développer. Et c'était en fait des opérateurs, mais surqualifiés, enfin très qualifiés. Mais ils étaient exactement traités comme des petites fourmis quand même. Avec un cahier des charges, on développe avec pas ce un qu'on cahier veut. des charges. Voilà. Et donc, à ce moment-là, c'était la découverte pour moi du fait que l'ingénieur, c'est pareil qu'un ouvrier. Oui, vous voyez, pas de différence. Dans une grande société, oui. Voilà. Et on vient même en dénier, je dirais, la démarche d'essayer de certains de penser servir une cause plus grande en s'investissant dans un projet, dans un développement, voilà. Et Voilà. c'est dénaturé aujourd'hui par l'aspect purement mercantile et financier, performance financière. Voilà. Et même aujourd'hui, certains, on en perd certaines fois le sens de la science. Parce que des axes de recherche ne sont même plus explorés, même si certains scientifiques s'y intéressent, parce qu'on pense que ça ne rapportera pas d'argent. Donc, on a perdu un peu la substantifique moelle de la démarche scientifique que vous essayez de nous faire toucher du doigt aussi. Moi, je vous rejoins là-dessus. Pardon, allez-y, Laure. En fait, juste, j'écoute depuis le début et je trouve ça passionnant. Moi, je viens d'une fac de psycho qui était 100% scientifique. Et donc, ça m'a fait poser beaucoup de questions et je trouve que ce cours, il est intéressant pour avoir des arguments de poids parce que pendant notre carrière, je pense qu'on sera confronté forcément à ce débat-là. Et c'est difficile d'avoir des arguments par rapport à la science parce que justement, c'est pris pour une vérité. Et en fait, il y a un truc qui est marrant quand on fait de la psycho scientifique, c'est qu'on estime, c'est un consensus de base, qu'il y a 0,5% de chance pour que ce soit faux. Donc, on prend quelque chose comme une vérité et on estime quand même qu'elle peut être fausse à 0,5%, mais c'est un consensus. On nous dit, voilà, quand vous faites vos stats, vous savez qu'il y a une marge d'erreur. Et donc, déjà, je trouve ça incroyable de se dire qu'on va... Ça, c'est la vérité, parce que c'est ce qui est dit dans cette fac-là. Mais qu'il y a une marge d'erreur pour que ce soit faux. Et tu parlais des biais tout à l'heure, Isabelle, et un des biais qui existe, c'est le biais d'échantillonnage. Donc, on estime que quand on fait une expérience, si notre échantillon, il y a des gens qui sortent de l'échantillonnage, ils ne sont pas bons, en fait. Ils ne rentrent pas parce qu'ils ne viennent pas argumenter notre hypothèse.
Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant parce que justement, on parle d'hypothèse, on se dit que la démarche scientifique va nous amener à une vérité. Et voilà, en fait, je trouve que le discours est très intéressant parce que, il y a effectivement cette part de subjectivité, il y a cette part de qu'est-ce qu'on cherche quand on est scientifique, dans quel sens on va, vers où on va. Et enfin voilà, je trouve que Ouais. c'est vraiment passionnant en fait. Juste deux petites choses, c'est que là, vous êtes exactement en train de parler de la méthodologie scientifique en psychologie. Et cette méthodologie, comme vous venez de le souligner, n'est pas interrogée. Elle s'impose. Bah Et oui, du oui, coup, vous avez une mise en pratique de la valeur de scientificité qui est que il suffit d'un conformisme méthodologique pour que on soit OK sur OK, acceptable scientifiquement. Mais ça relève de la soumission à une doxa. oui, c'est un dogme. Enfin, moi, c'est ce que je trouvais, c'était dogmatique en fait. Donc voilà, Exactement. c'est ça que j'appelle le méthodologisme. On pourrait appeler ça le méthodologisme ou encore j'appelais ça le conformisme socio-technique. Un conformisme n'est pas du tout. Un conformisme, si ce n'est pas un conformisme assumé, consenti, discutable du coup, c'est un peu suspect. Vous voyez, c'est une obéissance. Donc à ce moment-là, on a un problème. Juste un deuxième petit point pour rebondir sur ce que disait Laure. Peut-être, oui, je crois que c'est Laure, ouais. C'est pour parler de manière un peu brutale. Aujourd'hui, dans le scientisme ambiant, ce qui fait la valeur des connaissances, c'est leur pouvoir lucratif. Oui, donc, on est dans, si vous me permettez l'expression, on est dans une ancillarisation de la science par le capital. Du coup, à charge pour les scientifiques de lutter contre cette forme d'asservissement, puisque finalement, comme on en parlait tout à l'heure aussi, même un ingénieur, il se retrouve comme l'ouvrier alloué, non pas sa force musculaire, mais sa force cognitive. Mais au final, c'est un ouvrier, vous voyez. Donc, on peut, du coup, voilà, avoir une pensée ou une réflexion épistémologique, c'est s'autoriser à ne pas être d'accord avec les évidences auxquelles on doit soit souscrire pour s'adapter, soit on a le choix de ne pas s'adapter et d'aller crever plus loin, grosso modo. Donc là-dessus, on peut évidemment, tous autant qu'on est, on a une responsabilité, puisque nous sommes des sujets. Et donc, comment on fait pour assumer nos responsabilités? Chacun à sa mesure. Et au final, on se retrouve dans une situation où il s'agit de revenir à une philosophie de la résistance. Il y a une phrase qui dit aussi, c'est les gênés qui partent. C'est les gênés, les personnes gênées qui partent. C'est les génies qui partent. Voilà. Voilà. Donc, voilà, pour moi, ça résume tout. Si vous n'êtes pas content, eh ben, vous pouvez partir. Voilà. Comme l'idéologie capitaliste, quand je dis capitaliste, je ne suis pas en train de défendre un anticapitalisme, mais ce capitalisme-là que nous connaissons, il a envahi la planète, donc on ne peut plus aller ailleurs. C'est ça le problème quand même. Hein. C'est pour ça que la résistance devient quasiment inévitable. Non, ailleurs, par rapport à son petit champ de compétences, par exemple, un ingénieur qui ne se plaît plus, ben, il n'a qu'à partir. Mais on parle pas sur moi, en tout cas, je ne parle pas sur l'échelle de la planète. Je parle sur une échelle individuelle. Ouais, à l'échelle individuelle et à l'échelle du marché de l'emploi. Voilà, du marché de l'emploi. Oui, sauf que le marché de l'emploi, tout le monde sait qu'il est en train de se rétrécir et que c'est fait structurellement pour pas que tout le monde puisse y rentrer, et d'une. Donc, et deuxio, il y a d'une manière plus générale, où est-ce qu'on va habiter pour construire quel mode de vie, dans quel type de projet social. Aujourd'hui, il n'y a plus un espace où on va pouvoir aller s'installer. Hein.
Donc, il y a quand même, on se retrouve sous pression, quoi, d'une manière, d'un point de vue un peu anthropologique, quoi, global. Donc, voilà. Donc, l'épistémologie, ça devient une possibilité de satisfaire un désir de résistance, c'est-à-dire d'affirmation de soi, de sa subjectivité, dans un projet collectif, puisque tout seul, on n'est pas grand-chose, sinon rien. Et que du coup, avec ça, il y a de la joie. Il y a de la joie parce que c'est quand même plaisant. Une fois qu'on s'exerce à utiliser nos petits Legos, on peut faire des jolies phrases, hein, et des jolis discours. Et ces discours, dans la mesure où on sait que c'est pas, ils n'ont pas une prétention à identifier le réel, une bonne fois pour toutes. Ça représente fondamentalement de la culture. Du coup, alors oui, excusez-moi parce que je parle un peu par association d'idées. Il y a un point très important que je voulais souligner pour le mettre en contraste avec ce slogan les connaissances valables, c'est les connaissances qui permettent de gagner de l'argent. C'est qu'en psychologie, comme on a affaire à des objets qui sont éminemment paradoxaux, puisque ce sont des sujets quand même, et qu'il y a un truc de base qui est d'accepter qu'un sujet, c'est un organisme vivant doté du langage et aussi de libre arbitre, ça se discute, mais si on admet que un citoyen de la République française, il est citoyen parce qu'il y a eu une convention fondatrice qui a dit que chacun est doté de libre arbitre et de responsabilité comme corollaire, vous avez un problème, c'est que si vous voulez faire la science de ce sujet-là, et que vous admettez que la science, c'est la science des phénomènes rationnels, c'est-à-dire des phénomènes qui obéissent à des nécessités, comment voulez-vous faire une science du citoyen? Puisque lui, il obéit à son libre arbitre. Et s'il y a nécessité en tant que sujet citoyen d'une république, cette nécessité, elle ne sera pas scientifique, elle sera éthique ou morale. Donc, la psychologie, il faut accepter qu'elle est à la fois à cheval sur les sciences ou la scientificité pour ce qu'elle peut appréhender qui se laisse rationaliser. Donc, l'activité involontaire du sujet. Inconsciente, probablement. Consciente, peut-être. On peut vous trafiquer le cerveau et vous pouvez consciemment faire l'expérience que vous n'arrivez plus à trouver un mot, hein, par exemple. Enfin, d'après ce que j'ai pu voir. Donc, la conscience, on peut avoir l'espoir de comprendre comment des activités conscientes seraient soumises à des nécessités. Mais dès lors qu'on accepte qu'il y a une partie de l'activité psychologique qui relève du libre arbitre et du sens moral ou éthique, hein, pour moi c'est synonyme, à ce moment-là, on accepte que ce n'est plus du domaine de la science. C'est du domaine d'une philosophie éthique. Donc la psychologie, elle a tort, elle commet une erreur de visée initiale en considérant que son avenir est dans la science et que la science. C'est un programme implicite de déshumanisation de l'humain, cette science, qui ramènerait finalement la psychologie aux réalités du cerveau. Vous voyez par exemple. Excusez-moi. Oui, vas-y, Ostène. Merci. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez depuis tout à l'heure, en fait. Mais si on réfléchit, les grands scientifiques ou les grands philosophes d'il y a quelques siècles, en fait, étaient les deux. Ils étaient et philosophes et scientifiques. Ouais, bien sûr. C'est comme ça qu'on avançait dans quelque chose d'un peu éthique, raisonnable.
Et maintenant, enfin, dans le monde d'aujourd'hui, tout est tellement scindé. On a les philosophes d'un côté qui sont soi-disant ailleurs, les scientifiques qui sont dans la raison. Et en fait, en réconciliant pas les deux, bah, on va inexorablement vers là où enfin, le matérialisme dans lequel on est maintenant. Et j'ai l'impression que finalement, la psychologie, c'est un peu le seul domaine où bah, les deux se retrouvent réconciliés. Bah voilà, la psychologie comme discipline académique me semble être une des disciplines essentielles du XXIe siècle, à condition qu'elle construise son projet. Et ouais, donc je vois l'heure qui passe, on risque de pas beaucoup travailler sur les exercices, mais c'est vrai que ces préliminaires, ils sont juste… le problème, il est que si on admet ces prémices que je vous ai un petit peu… la psychologie, elle a la possibilité justement de s'édifier comme une discipline, pas que scientifique, d'autant plus qu'elle reconnaît la valeur d'énoncé d'ignorance. Alors, je m'explique par là, je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'ignorance. Je dis juste que de la même manière qu'en physique, il y a un truc qui s'appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui vous dit, il y a quelque chose, vous êtes sûr que vous ne pourrez pas le savoir. Et c'est sûr scientifiquement. Donc, il y a quelque chose qui ressemble à l'énoncé d'un mur de la connaissance. On ne le franchira pas. Ça, c'est le principe d'incertitude d'Heisenberg, il est reconnu comme ça en physique. Et donc, pourquoi en psycho, on n'aurait pas la possibilité de défendre la valeur d'énoncés qui disent là, il y a un mur de la connaissance scientifique, c'est-à-dire de la connaissance au sens où on est capable d'expliquer scientifiquement des phénomènes. Donc, une psychologie qui vous dit prédire le comportement d'un citoyen, c'est une illusion dans la mesure où ce comportement il est reconnu comme dépendant de son libre arbitre. Ben, ça ne va pas faire gagner beaucoup d'argent, d'accord, mais ça a une valeur importante puisque si on accepte la valeur d'un énoncé comme ça, c'est qu'il oblige à une sagesse. Il oblige à la nécessité d'en appeler à une sagesse qui est autre chose qu'un constat des nécessités scientifiques que la technique, du coup, va pouvoir exploiter dessus. Aujourd'hui, le libre arbitre, finalement, il appartient essentiellement aux humains qui ont la puissance de contrôle des développements techniques, technologiques. Eux, on ne remet pas en question leur libre arbitre. Ce qu'il faut remettre en question, peut-être d'un point de vue psychologique, c'est pourquoi leur libre arbitre aurait plus de valeur que le mien ou que le vôtre. Et là, on va tomber sur un problème non pas scientifique, mais à nouveau sur un problème éthique. Est-ce que la psychologie considère que la vie, la subjectivité de chacun est infinie, sacrée? C'est pareil. Et à ce moment-là, il n'y a pas que moi, je vaux plus ou moins que quelqu'un d'autre. Moi, ma subjectivité, j'entends. Mon moi, c'est encore autre chose. On pourrait en discuter. Ou est-ce qu'on considère qu'il est normal qu'il y ait des gens qui valent plus que d'autres? Alors, vous voyez, ça, ce n'est pas un problème scientifique, mais c'est un problème éminemment psychologique. La psychologie, elle ne peut pas rester neutre par rapport à ça. Je ne me prononce pas. Parce que par l'action même, par son action même, elle va prendre parti. Finalement, pour rebondir par rapport à ce que disait Océane tout à l'heure, c'est vrai que finalement, moi, je me sens beaucoup plus proche d'un philosophe comme Platon, qui je trouve beaucoup plus proche d'une vraie recherche scientifique et honnête, en mélange justement une partie philosophique et une partie de recherche scientifique, et notamment quand on lit le Banquet et le Phèdre, je trouve que pour la formation psychologique par rapport à l'inspiration à trouver des nouvelles connaissances. Et dans le Banquet et dans le Phèdre, il pose un peu aussi la question de la façon de vivre l'amour, la façon de vivre les relations. Et si on a fait un peu de latin et un peu de grec, on a conscience que l'accès aux essences dont parle Platon, ou les idées, c'est pas
simplement les idées mentales, mais c'est l'inspiration qui vient d'une autre dimension et qui vient notamment des relations amoureuses dont il parle. Et moi, je pense que la science, comme le disait aussi Einstein, elle vient, les connaissances nouvelles viennent de l'inspiration qui viennent par un autre canal, par autre chose, et pas simplement mis bout en bout des réflexions intellectuelles petit à petit, comme ça. Et que pour moi, du coup, les deux sont, la science et disons, le métapsychique sont intimement liés. Ouais, ça rejoint aussi Simone Veil, la philosophe. Elle a beaucoup, elle a beaucoup insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de scission. Voilà, il n'y a pas de scission pour moi entre l'inspiration qui pourrait, comme les musiciens aujourd'hui, d'où vient l'inspiration qui sont un peu comme des prophètes qui envoient des messages qui touchent tout le monde. Pourquoi moi je m'intéresse pas mal à ça, à essayer de comprendre pourquoi une musique a un impact et mondial comme ça. Pourquoi ça fait que d'un coup, un Africain du Sud, il fait une musique, c'est un succès mondial. Pourquoi est-ce que les chansons de Goldman, comme 4 mots sur un piano là-bas et pas toi, dans l'inconscient collectif, ça nous touche. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça représente? Ouais, je saurais pas vous dire, mais en tout cas, que ça montre en fait. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Comment dire? Enfin, il me semble que, enfin là, je vous donne ma sensibilité. Hein, c'est vrai que c'est difficile parce que le prof qui fait un cours, il a le pouvoir de noter. Donc, à partir du moment où il a le pouvoir de noter, comme disait un philosophe, von Glasen, il faudra que je vous retrouve le nom, c'est Christine Sorsana qui avait attiré mon attention là-dessus. Dans une conférence, il dit la vérité, c'est la bonne réponse. Non, mais en même temps, donc quand je vous dis, ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, dans le cadre de la situation, puisque la fac fonctionne avec la notation, on est dans cette… là, ça biaise hein, pour le coup. Hein. Mais en même temps, ça n'empêche pas d'où la difficulté de fabriquer des exos où la bonne réponse, c'est pas simplement je suis d'accord avec le prof, quoi. Mais en même temps, ça n'empêche pas que le prof, il peut avoir ses opinions et sa sensibilité. Et la mienne, c'est que la science comme démarche de désacralisation, c'est un contresens absolu. La joie de la découverte scientifique, c'est la joie. Autrement dit, la joie… bah oui. Ça ne s'explique pas scientifiquement, ça relève de quelque chose où il y a une transcendance. Bon. Donc, vous voyez, au final, tout ça, c'est pour dire qu'on peut mettre de côté l'idée que la science, comme absence de subjectivité, ça serait une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée, c'est une erreur logique. La science, ce n'est pas une anti-subjectivité, c'est une subjectivité accordée, une intersubjectivité qui cherche un accordage et avant qu'il y ait des trouvailles techniques qui facilitent la vie des gens, c'est l'émerveillement de cet accordage, de la raison commune, de notre capacité à découvrir que nous nous coordonnons par rapport à une vision du monde dans laquelle nous sommes, et l'autre aussi. Qui permet de ressentir qu'on est les éléments interdépendants d'un système d'une totalité plus grande pour pouvoir en faire quelque chose au niveau de sa propre comment dire, réflexion existentielle, quoi. Et là, je suppose que les problèmes de se loger, avoir chaud, se nourrir sont réglés, parce que quand on discute comme ça entre nous, c'est quasiment indécent, au sens que, bien sûr qu'à l'extérieur de notre petit séminaire, il y a des situations qui feraient que si j'étais à la hauteur, au lieu d'être avec vous, je serais en train d'aller aider quelqu'un qui en a vraiment besoin, quoi. Vous voyez, il y a une mauvaise conscience qu'il faut qu'on assume. Enfin, moi, je l'assume.
Il y a une phrase qui dit pour philosopher, il faut avoir le ventre plein. Ouais, quand même. Donc, merci pour soyons dans une certaine gratitude par rapport au fait qu'on peut avoir ces échanges-là. Parce que en étant nantis tous plus ou moins qu'on est, moi, en tout cas, je parle pour moi, il y a quand même une responsabilité intellectuelle que, en tant que psychologue ou futur psychologue ou étudiant en psychologie, chacun peut essayer de tenir. Et il y a des moyens, pas du tout délinquants, pas du tout bizarroïdes, pour le faire tranquillement. Ça suppose une éducation aux règles élémentaires de la logique. Et tous les exercices que je vous ai mis, en gros, c'est à toi de grimper la voie. Et quand tu arrives pas, quand tu glisses ou tu as quelqu'un qui t'assure. Et tu vas voir qu'une fois que tu vois où tu mets le pied, tu montes. Mais il y a une notion que vous avez abordée avant et que vous abordez dans votre cours, c'est la notion d'utilité. Oui. Et bon, moi, j'écoute tout ça, je saisis ce que je peux, mais ça me semble être une notion assez compliquée à appréhender parce que déterminer une utilité commune, ça me semble impossible, en fait. De dire... Attendez, je vous prends un contre-exemple direct. Oui, imaginez 25 personnes qui sont posées près d'une forêt, etc. etc. L'utilité commune, ça va être qu'à un moment donné, il faut prévoir que pour passer l'hiver, il faudra faire des réserves et les partager à 25. Oui, mais c'est l'utilité dans une situation donnée et un contexte donné. Oui. Mais il n'y a pas on ne peut pas dégager de notion d'utilité universelle. Ah non, voilà. Je suis d'accord avec vous. Parce que l'utilité... Peut-être pour les instincts. Les instincts? Oh, bah oui, il y a des utilités fondamentales à l'expression de la vie quand même. C'est-à-dire que si on mange pas, c'est une utilité de manger ou c'est une utilité de... Et vous savez qu'il y en a qui vous disent qu'il n'y a pas besoin de manger. Il y en a, ils respirent du prana. Non, mais je suis d'accord. Moi, je demande qu'à voir. Je suis tout à fait d'accord de me remettre en question à chaque instant. Je demande qu'on me le démontre ou qu'on me l'explique. Et si peut-être que je connais... Moi, j'essayais de définir la vérité avec un ami physicien l'autre fois. C'était qu'on se disait, mais finalement, qu'est-ce que la notion de vérité? Et lui, il me disait, si on essaye d'avoir une définition simple de ça, on peut peut-être dire que si moi, je perçois quelque chose, que l'autre, l'individu le perçoit et qu'un tiers le perçoit encore, on peut peut-être admettre que si un ensemble de personnes le perçoivent et que c'est quelque chose qui est vérifiable et reproductible, on peut admettre que cela est bien réel et que c'est une vérité. Alors, ça paraît très court et très simple, mais finalement, il me dit, mais par contre, si après on fait intervenir la métaphysique et tout ça, on peut bien sûr toujours tout remettre en question. Les hallucinations, comme dans les années... Les hallucinations aussi, il y avait un moment donné, on essaie de soigner les dents avec, je sais pas, le mercure, je pense. Et il y a plusieurs villages qui voient le Christ. Et ça, plusieurs fois, personne ne le voit. Mais c'était des hallucinations. Bah oui, mais alors là, du coup, ça pose la question des phénomènes paranormaux. Tu vois? Est-ce que pas des paranormaux, c'était le mercure qui soignait le dent, en fait. Il soignait avec un mauvais élément pour les dents dans les 18e siècle. Ouais, juste, je vois l'heure, il est 21. Juste par rapport à l'organisation, il y a Mélinda Texier qui va me relayer pour les parties, pour les cours qu'on appelle démarche d'intervention. Donc, je m'apprête un peu à conclure. Juste donc en m'excusant auprès de ceux qui auraient souhaité qu'on travaille sur des exercices, on peut toujours le faire soit en situation d'entretien individuel avec moi, si je peux vous donner un rendez-vous de 15-20 minutes sur des trucs. Et sinon, il ne s'agit pas de sous-estimer ça. Mais par rapport à la philosophie du cours, juste que l'utilité, il ne s'agit pas de la mettre de côté. Il suffit simplement de se rendre compte que l'utilité,
ça renvoie à utilitarisme, pragmatisme, etc., résolution de problèmes, et donc technologie finalement, technique. Donc, ok, si la science est utile, super. Juste utile à qui et pourquoi? Obligatoire Oui, de le non, dire. mais, Il n'y a pas non, mais en fait, d'utilité c'est en ça. soi. Non, mais c'est parce que, par exemple, vous parliez des vaccins. Le vaccin, il peut sembler utile, par exemple, pour soigner une pandémie, pour les gens qui estiment que c'est une solution, mais il est utile d'une autre manière pour le laboratoire qui le fabrique. Donc, en fait, l'utilité d'avancer dans une connaissance, Ouais. elle semble... C'est une notion qui est quand même assez compliquée, quoi. Enfin... Oui, c'est ça. C'est une notion au minimum relative parce que vous voyez, ces notions, il y a des notions, par exemple, la masse. Vous prenez la masse, c'est une propriété intrinsèque d'un objet, par hypothèse. Hein. Vous avez des relations, des propriétés qu'on appelle relationnelles. Être au-dessus d'eux, par exemple, ce n'est pas la propriété d'un objet, c'est la propriété de deux objets. Et puis, vous avez des propriétés qui sont des propriétés non pas relationnelles au sens de on met en relation deux objets, mais on met en relation trois objets. Et l'utilité, c'est probablement une notion qui est complexe parce que justement, il faut l'utilité de quoi, premier objet, pour qui, deuxième objet, et pour quel but, troisième objet. Donc, vous voyez que du coup, on va avoir une relativisation de la notion d'utilité. De la même manière, la vérité logique, elle est unique au sens qu'on a posé que toute phrase, eh ben, elle est vraie ou elle est fausse. Donc, la vérité devient un simple ensemble avec deux valeurs, 0 pour faux, 1 pour vrai. Et ensuite, il va y avoir des vérités à l'infini puisqu'il va y avoir une infinité de phrases. Et la manière dont on va construire nos discours fait que on pourra avoir des discours cohérents au mieux, mais ça n'empêche pas que si on change les prémices ou la valeur de vérité des prémices, elles sont pas la nécessairement vérité vraies. des conclusions, elle va être modifiée. Donc, au final, la vérité des phrases, elle est relativisée aussi. Oui, oui. Vous voyez, on n'a pas de point absolu. Donc, c'est la désabsolutisation, si je puis dire, de la vérité qui est en jeu. En même temps que, du coup, il y a un écueil, c'est alors si tout est relatif, alors on arriverait au relativisme général et du coup au chaos, quoi. Donc, je trouve que non, parce que les conventions de la vérité scientifique sont une façon de permettre du lien social, une fraternité des gens intéressés par la vérité scientifique. Et c'est là où vous rejoignez la philosophie de Popper, hein, c'est que il dit l'importance des relations humaines, elle est logiquement antérieure. Là, je suis en train de dire une énormité, parce qu'en logique, il n'y a pas justement d'antériorité. Il n'y a que des relations de conditions suffisantes, conditions nécessaires. Mais la science, elle est possible seulement sur la base d'une fraternité qui s'est construite avant la science. C'est-à-dire, vous voyez, la science, elle est le produit d'une sagesse en acte avant d'être. Et aujourd'hui, on est dans une époque où la reconstruction des conditions de possibilité d'une controverse scientifique, qui suppose que les gens qui jouent à attaquer des idées ou à les défendre soient des amis, parce qu'on ne va pas tuer des gens, on va tuer des idées, comme dit Popper. Là est le progrès quand même. Hein. Donc, au final, l'esprit scientifique, c'est un héritage culturel pour l'humanité. On peut défendre ça en dégageant cet esprit scientifique du management technique que la science est devenue aujourd'hui. Après, donc, à partir de là, c'est d'abord une école de respect, finalement. Hein.
se lancer dans l'esprit, dans faire de la science. Et du coup, la psychologie peut s'en saisir, puisque la psychologie, elle a pour vocation d'être à la fois une sagesse, en tant que discipline, hein, j'entends. Elle a pour vocation d'être à la fois une sagesse et une science. Quitte à reconnaître que, étant donné son champ phénoménal, elle est en situation d'être la sentinelle de certains faits, notamment ces murs de la connaissance. Ces murs, à un moment donné, on passe du registre du rationnel au registre de l'irrationnel. Oui, mais ça va un peu à l'encontre de pas mal d'idées qui sont diffusées sur la psychologie au grand public, de dire regardez, telle méthode est préférable à une autre parce que c'est prouvé scientifiquement. Oui, non, mais voilà, mais là on est dans le dérapage scientiste de la psychologie qui va oui, mais mener... pour autant, je trouve que ça s'amplifie actuellement. Oui, ça s'amplifie, mais exactement comme une bête à l'agonie, elle devient de plus en plus dangereuse, mais c'est pas tenable. Le mensonge n'est pas tenable. C'est-à-dire, le mensonge, c'est l'erreur formulée, la connaissance de cette erreur et la persistance dans la formulation de l'erreur. C'est ça le mensonge. Par exemple, le mensonge psychométrique qui consiste à dire qu'on sait mesurer nos grandeurs en psychologie grâce à des tests qui sont validés conformément à des méthodologies statistiques. Un tout petit point pour revenir à l'hypothèse nulle, hypothèse alternative qui était mentionnée tout à l'heure, avec ce 5% de marge d'erreur comme dogme. Il se trouve simplement que quand vous testez une hypothèse nulle en statistique, vous testez une hypothèse infalsifiable. L'hypothèse nulle, elle est tautologique. Votre variable test, elle peut prendre toutes les valeurs qui sont définies dans le domaine de définition de la variable test. Et donc, on fait croire qu'on a une démarche hypothético-déductive parce que on va dire qu'on teste une hypothèse nulle, mais c'est une manière de récupérer le mot « tester » au sens logique du terme, qui est une corruption du terme « tester » puisque on ne peut pas tester une hypothèse qui est infalsifiable parce que tautologique. Donc, à partir de là, on élabore un simulacre de test et on est dans le mensonge. Ce n'est pas la faute aux statisticiens qui ont inventé le test de l'hypothèse nulle, lesquels ne voulaient rien expliquer du tout, ils voulaient aider à prendre des décisions sous incertitude. On est dans la technique, là, ce n'est pas un problème, le test d'une hypothèse nulle pour décider si on met de l'engrais ou pas dans tel… Par contre, quand on substitue cette méthodologie statisticiste, du coup, à la démarche hypothético-déductive, bah là, on est en train de fabriquer un mensonge. Et en plus, on est en train de châtrer la psychologie de sa capacité explicative. Puisque du coup, on vous a confisqué, qu'est-ce que ça veut dire expliquer, hein? Notamment quand, en analyse de régression, par exemple, en stat, on utilise à gogo des expressions comme la variance expliquée. Alors, vous voyez, la variance expliquée, ça veut dire la variance qui est comptabilisée au titre des prédicteurs qu'on a mis dans le modèle pour rendre compte de la variance de la variable dépendante. Mais ce genre de comptage, ça n'a rien à voir avec l'explication au sens de l'élucidation des nécessités qui font que le phénomène il prend tel ou tel cours en fonction des conditions initiales. Donc, en psychologie, il y a plein de confusions comme ça. Je pourrais vous en décliner. Et du coup, le travail épistémologique, dans une discipline qui prend le risque d'une réflexion épistémologique donc sur elle-même, ça va consister, entre autres, à nettoyer, il y a une hygiène, la discipline d'un tas de confusions. C'est-à-dire, la confusion, c'est l'obscurantisme. Hein. Et donc, ça peut être une… En tout cas, moi, je vois avec un grand… Je suis toujours étonné de voir comment, en psychologie au Mirail, un cours d'épistémologie est possible.
Donc, c'est quand même pas que… Vous voyez, il se passe des choses. Donc, On a de la chance. oui, enfin, en tout cas, on peut en profiter, quoi. On peut s'en réjouir. Parce que la psychologie, c'est pas quand même là-dessus que repose l'avenir des grands capitalistes. Hein. Une fois qu'ils ont compris comment on utilise la psychologie behavioriste et qu'ils s'en servent pour nous expliquer comment va le monde à travers les médias, ils s'en foutent de la psychologie. Hein. C'est vrai. Les psychologues, ensuite, par contre, ils ont une lourde. S'embarquer dans la psychologie, c'est s'embarquer dans un immense. C'est s'embarquer à escalader l'annapurna. Selon les disciplines cognitives, neurosciences, les hauts potentiels, les tests, tout ça. Donc ça dépend. Ouais, non, mais moi, je réfute l'idée que la psychologie puisse être comme ça, une espèce de champ dans lequel il va falloir choisir son camp, ses méthodes, ses objets. Que vous fassiez de la psychologie cognitive ou de la psychanalyse, hein, pour prendre les deux extrêmes, vous parlez de la même chose. Et quand on est intervenant dans n'importe où en tant que psycho, mais même dans n'importe quel métier, on voit bien que de toute façon, tout est dans tout quand même. Hein. Donc, le morcellement académique, qui est pour vous une nécessité au sens que pour avoir un diplôme, il va falloir passer par des fourches codines, sous des fourches codines. Ok, c'est une nécessité adaptative, ce n'est pas une nécessité épistémologique, soyons clairs. C'est vrai, on est d'accord. C'est pas parce que vous avez un diplôme de psychanalyse que c'est interdit de faire de la psychologie cognitive. Et réciproquement. D'ailleurs, il y a plein de psychanalystes, il y a plein de psychologues cognitivistes qui passent pas mal de temps sur le divan. Donc, je déborde un peu du cadre et je vous remercie chaleureusement pour cet échange. Je suis conscient qu'il y a plein de frustrations, sans doute, parce que voilà, c'est difficile. Mais je reste à votre écoute, soit à titre privé, si vous avez besoin qu'on débug 2-3 trucs. Et puis après, je vous encourage, comme ça a déjà été fait, à vous entraider dans la mesure où il y a des… et à ne pas… ne vous découragez pas d'avoir l'impression d'être complètement débordé, etc. C'est sûr qu'il faut du travail. S'entraîner à manipuler les trucs logiques, c'est du boulot, il faut du temps. Mais mon expérience, c'est qu'il n'y a personne qui est incapable de le faire. C'est-à-dire l'intelligence de vous et moi, c'est une intelligence logique. Hein. Piaget, là-dessus, l'intuition de Piaget, c'est qu'on est logique parce qu'on sait marcher. L'intelligence formelle dont on est capable, elle s'enracine dans une intelligence sensorimotrice. Donc, tout le monde l'a, l'intelligence. Et tout le monde est naïf, et c'est une belle chose, la naïveté, parce que c'est aussi une innocence. Et donc, pas de complexe d'infériorité. Non, il suffit de relire Le Petit Prince. Par exemple. Donc, je vais vous prendre… Il faut que je sois capable de vous dire quel est le lien Zoom pour rejoindre Mélinda. Elle me dit que vous pouvez vous connecter vers 10h40. Il y a quelqu'un qui a mis le lien sur la Lorenza, discussion, normalement. Lorenza LeQL a mis le lien sur le chat. Wow. Et merci beaucoup d'ailleurs. Le lien de Lorenza, il pointe vers votre Zoom à vous. Ah non. C'est le même. Ah, il faut que je vous donne le lien de… Si vous pouvez le mettre vous dans le chat, monsieur, c'est parfait. Je sais pas pourquoi. En tout cas, monsieur, un grand merci. Franchement, du fond du cœur, c'était vraiment génial. Eh bien, merci à vous. En tout cas, monsieur, un grand merci. Merci à vous. Je suis en train de vous chercher le lien et je vais couper l'enregistrement. Donc, bonne continuation et au plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.